En gros, nous, ce qu'on veut, c'est questionner un petit peu nos modèles. C'est se dire, voilà, on fait ça comme ça, la monnaie, on crée de la monnaie, ce qu'on appelle de la monnaie dette. Les banques, c'est un système dit de banque centrale. L'énergie, c'est une énergie principalement fossile. Les déplacements, la mondialisation. Voilà, on essaie de questionner et de relayer tous les contenus qui questionnent les modèles en place et de mettre en lumière tous les modèles alternatifs. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. Nous, ce qui nous intéresse tout particulièrement avec la transition, c'est que non seulement c'est une ligne éditoriale qui nous importe beaucoup parce qu'on pense qu'on est dans une situation complexe en ce moment et qu'il faut partager tous ces sujets auprès du grand public pour sortir par le haut de tout ça. Mais en plus, c'est une ligne éditoriale qui, au bas mot, aujourd'hui, intéresse énormément au moins 2 millions de Français. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute. Bonjour Nicolas. Bonjour Baptiste. Juste pour préciser, on se connaît. Un petit peu. Je pense que oui, on se connaît un petit peu. Je fais partie de ton organisation, on va en revenir après. Mais je t'ai quand même contacté parce que je pense que tu as plein de choses à dire et ça m'intéresse et ça va intéresser les gens. J'espère. Donc, est-ce que tu pourrais déjà te présenter succinctement ? Ouais, en quelques mots, je me prénomme Nicolas. Avec un ami qui s'appelle Felipe, on a monté une structure associative qui s'appelle Imago ou Imago TV. On reviendra sur pourquoi il y a 2 appellations. Et on l'a lancé, donc c'est une plateforme vidéo et audio. Et c'est comme ça qu'on se connaît, puisqu'il y a aussi un certain nombre de podcasts sur la plateforme, dont Émergence. Et à titre personnel, donc je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé pendant presque une petite vingtaine d'années dans les télécoms, notamment les 12 dernières années, tout particulièrement dans le domaine de la télé, et encore plus particulièrement dans le domaine du streaming vidéo. Ce qui m'a amené à me poser beaucoup de questions sur comment on fait une plateforme VOD, vidéo à la demande. Comment on fait ce qu'on appelle de la délinéarisation de contenu, donc la possibilité pour un spectateur de regarder des vidéos à la demande quand il veut, et comment on fait pour présenter ça au mieux, pour que ce soit attractif. J'étais même pas au courant de ça. Ben voilà, tu vas en apprendre. Donc tu travaillais dans le monde de la télé, du streaming. Du streaming, ouais, j'ai bossé pendant 3 ans pour Canal. J'étais responsable de l'équipe qui concevait et qui industrialisait les décodeurs satellites de Canal. D'accord. Et après, on a, avec des collègues de cette époque, enfin des connaissances professionnelles de cette époque, on a monté une boîte qui a développé à peu près toutes les boutiques VOD françaises entre 2011 et 2017-18. La boîte existe toujours. Et notamment, c'est les équipes que j'avais le plaisir d'encadrer parce que c'était des gens avec qui il y avait un très bon feeling. C'est les équipes que j'avais le plaisir d'encadrer qui ont développé beaucoup des plateformes vidéo que vous connaissez peut-être. MyTF1 VOD, OCS, Filmo TV, une partie des applications de Deezer, Plus. Putain, je comprends mieux maintenant Imago. Bah ouais. Donc Imago, bon, t'as un peu expliqué ce que c'était. Est-ce qu'on peut expliquer un peu plus en profondeur quand on va sur ton site internet, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, en fait, à l'origine, on s'est dit, mais comment ça se fait que c'est si compliqué quand on crée un contenu vidéo ou un contenu audio de se faire connaître ? On a des outils techniques. Alors, on va pas mentionner la plateforme tellement connue qui appartient à Google pour diffuser ses propres contenus vidéo. YouTube. Mais toi, t'as le droit de le dire, moi, j'ai pas le droit. Ah, t'as pas le droit ? Moi, j'ai le droit, mais les gens, ils vont pas comprendre. Et le problème d'une plateforme comme ça, ou de plateformes comme Apple Podcast, comme Spotify ou Deezer dans le domaine du podcast, c'est que c'est des solutions techniques, ça apporte un service technique de streaming, mais ça apporte absolument pas les services de communication. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à toi, en tant que créateur, de faire toute ta com pour faire connaître ton contenu. Or, pour avoir bossé pour des chaînes de télévision, il faut savoir que les équipes techniques, alors
pas dire de bêtises, j'ai pas de chiffre précis, mais si ça représente 5% de la masse salariale et des effectifs et des coûts, voilà, c'est tout le bout, quoi. Entre 5 et 10%, grand maximum. L'essentiel des coûts, ça va être les équipes marketing, com, partenariat, édito. Voilà. Donc c'est ça qui coûte cher en fait. C'est ça qui est compliqué, c'est de faire connaître son contenu. C'est pas de le diffuser. Et dans la promesse de la plateforme que seul toi as le droit de nommer, YouTube, tu es le tube, étymologiquement parlant, YouTube, c'est ça que ça veut dire. Ta télé. Ouais, non mais étymologiquement parlant, c'est vraiment ça, c'est tu es le tube, parce que tube en anglais, c'est le canal de diffusion. Donc YouTube, ça veut dire tu es ton propre canal de diffusion. Mais dans la promesse, tu es ton propre canal de diffusion. Ah oui, tu es, pas dans le sens. Pardon, non, pas tu es, tu es le verbe être. Oui. Tu es ton propre canal de diffusion. Dans cette promesse-là, c'est une promesse technique, mais c'est pas du tout une promesse de com. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, n'importe qui peut arriver et, en 2 temps 3 mouvements, diffuser un flux vidéo. En fait, n'importe qui peut diffuser n'importe quelle vidéo très facilement. Il suffit d'avoir un serveur, tu mets une vidéo dessus, tu donnes le lien de ta vidéo sur ton serveur, n'importe qui peut regarder la vidéo. S'il n'y a qu'une seule personne qui regarde la vidéo à ce moment-là, ou 2, ou même 3, ça va servir. Ton petit serveur, il va pas avoir. T'as pas besoin d'une solution comme YouTube. Une solution comme YouTube, c'est indispensable quand tu te mets à avoir des centaines de milliers de vues, et notamment des milliers de vues instantanées. Là, tu as besoin à la fois de serveurs et de ce qu'on appelle un CDN qui tient la route. Donc le CDN, c'est c'est un peu trop technique. Ouais, c'est les appareils de l'architecture d'un réseau qui vont délivrer les contenus vidéo, notamment. Et ça, c'est indispensable quand tu veux être vu quand tu veux que ta vidéo soit diffusée à plein de gens d'un coup. Mais en fait, il n'y a pas besoin de YouTube ou de plateformes comme ça quand tu veux juste transmettre une vidéo à quelques personnes, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est méconnu parce que YouTube a un peu tué le game à une époque, en tout cas. Et en quelque sorte, aujourd'hui, vidéo égale YouTube, YouTube égale vidéo. Donc là, ton constat, juste pour un peu résumer tout. Le constat, c'est qu'en tant que créateur, tu as énormément de difficultés à te faire connaître, même si tu fais des contenus excellents. En gros, tes 2 options pour te faire connaître, c'est soit d'avoir un très bon pote influenceur, ou alors d'avoir réussi à contacter un pote influenceur qui n'est pas forcément ton pote, mais qui va quand même avoir le temps de lire ton mail alors qu'il est sollicité par 50 personnes par jour. Ou faire plein de contenu à chaque fois. Ouais, mais faire plein de contenu, ça va prendre énormément de temps à faire démarrer le truc, quoi. Et on a une vision très viciée parce que on ne connaît que les podcasts ou les web-séries qui cartonnent. Oui, c'est-à-dire que si on te dit, bah ouais, YouTube c'est génial, t'as Thinkerview, ils vont avoir bientôt 600 000 abonnés. Ou et tout le monde s'en fout, ils vont avoir, je sais pas, 500 000 abonnés, je sais pas les chiffres exacts, mais ça doit être dans ces eaux-là. Ouais, mais ça c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que pour avoir 2 web-séries, certes très très bien, qui ont énormément d'abonnés, il y en a eu des centaines qui se sont lancées. Donc vous les accompagnez. Parfois tout aussi bien, sauf qu'elles ont, pour des raisons X ou Y, moins les moyens de se faire connaître. Soit c'est un tout petit peu moins fun, c'est vrai que tout le monde s'en fout, c'est très fun. Soit ils ont un tout petit peu moins de carnet d'adresses, c'est vrai que Thinkerview a établi un carnet d'adresses, et puis Thinkerview a 6 ans. 6 ans d'existence, c'est 6 ans de labeur. Nous, on a la chance de les avoir connus à une époque où il y avait beaucoup moins d'audience. C'était compliqué. Depuis 2 ans, ça a l'air d'être la web série que tout le monde connaît, mais pendant 4 ans et demi, il y avait très très peu d'audience. Il y avait 20 000, 30 000 abonnés, et c'était la même qualité. Et donc vous, là, justement, vous accompagnez. Alors l'idée, elle est là, elle est de se dire, puisque c'est si compliqué, puisque personne ne rend ce service d'accompagnement, de communication, on va le faire, mais on va pas tout faire nous, parce que évidemment, ça demande énormément de temps, de travail de le faire nous. Donc on va essayer d'être un peu astucieux, c'est-à-dire qu'on va fédérer en fait. Donc on va faire travailler les gens ensemble. On va mettre en commun des carnets d'adresses d'invités. Donc on est susceptible de mettre en contact les podcasteurs, les vidéastes avec des invités, puisqu'on a nous-mêmes un assez gros carnet d'adresses de militants ou de personnes
d'influenceurs, de gens qu'on peut être susceptibles de vouloir inviter. Parce qu'on n'a même pas dit qu'est-ce qu'il y a comme contenu sur Imago principalement. C'est vrai, alors c'est vrai qu'on n'a pas précisé ça, mais alors c'est important de le dire parce que c'est le cœur de la plateforme, mais c'est pas forcément au cœur de la démarche. C'est-à-dire qu'en fait, Imago est à la fois un projet éditorial militant autour des questions de la transition écologique, transition démocratique, transition citoyenne et transition sociale, mais c'est aussi et avant tout un cas d'école. C'est-à-dire un proof of concept, comme on peut dire aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on a dans l'idée qu'Imago a vocation à être copié sur d'autres lignes éditoriales. Nous, par exemple, on a choisi la ligne éditoriale de la transition parce que ça nous parle, parce qu'on y est attaché et on pense que c'est important, et qu'il y a un manque à ce niveau-là. Mais on pourrait imaginer un Imago bis qui serait autour des questions d'autonomie, un Imago terre autour de la vulgarisation scientifique, encore un Imago, mais qui porterait pas ce nom, hein, évidemment, hein, qui aurait des noms divers et variés, autour de la culture générale, par exemple, ou de la culture tout court. Donc au lieu d'avoir comme sur Imago, on a des thématiques, on a écologie, économie, société, éveil des consciences, médias et communication, santé, alimentation, histoire et sciences politiques. Ça, c'est les grandes thématiques qu'on a sur Imago, qui recouvrent tous les pans des questions de la transition selon nous, et selon les études qu'on a pu faire. On a fait ce découpage pour qu'il soit efficace, pour répartir et pour classer les contenus. Mais on pourrait avoir une plateforme, par exemple, de vulgarisation scientifique, exactement sur le même principe, qui aurait comme thématique biologie, mathématiques, physique, astronomie, et ainsi de suite. Et puis il y aurait 8 thématiques de la même façon qui recouvriraient l'ensemble des pans physique quantique ou nucléaire. Et ce serait quoi le but de... Alors, le but, c'est de fédérer autour d'une ligne éditoriale des contenus. Et alors, moi, ça, c'est un vrai prisme que j'ai moi de mon parcours professionnel dans le monde des médias, c'est que en fait le monde des médias est très très différent du monde de l'internet et il n'existe pas ou quasiment pas de médias fourre-tout dans lequel tu peux trouver tout et son contraire. Tous les médias ont une ligne éditoriale. Il y a que YouTube finalement qui arrive et qui n'a pas de ligne éditoriale. Ou Dailymotion ou Vimeo. Enfin, il n'y a que les plateformes de libre diffusion qui n'ont aucune ligne éditoriale. Tu veux dire comparé à un média classique, on va voir Le Monde qui a une ligne comme ça. Exactement, mais même un média télé. Un contenu que tu vois sur TF1, il ne sera jamais sur France Télévisions. Un contenu que tu vois sur France Télévisions, il sera jamais sur... un contenu qui sera sur France 2, il sera jamais sur France 5 ou jamais sur M6. Toutes les chaînes ont une ligne éditoriale. Et là, je te parle encore pourtant de chaînes qu'on dit grand public. Donc avec un public assez large et donc une ligne éditoriale assez large. Mais si je te parle de beIN Sport, qui fait que du foot, du rugby, enfin des sports principalement collectifs, sport GP, enfin motorisé et autres. Si je te parle d'Equidia, si je te parle de Medici, si je te parle de Gulli, c'est que des chaînes qui ont des lignes éditoriales très très précises. En fait, en France, ça c'est peu, mais il y a à peu près 200, je dirais entre 220 et 230 chaînes de télévision. On en connaît une dizaine, mais il y en a toute une palanquée d'autres qui sont des chaînes autour de lignes éditoriales très précises. Et le meilleur moyen de fédérer une audience, c'est d'identifier une ligne éditoriale. Et nous, ce qui nous intéresse tout particulièrement avec la transition, c'est que non seulement c'est une ligne éditoriale qui nous importe beaucoup parce qu'on pense qu'on est dans une situation complexe en ce moment et qu'il faut partager tous ces sujets auprès du grand public pour sortir par le haut de tout ça. Mais en plus, c'est une ligne éditoriale qui, au bas mot, aujourd'hui, intéresse énormément au moins 2 millions de Français. Si tu regardes combien de gens ont signé l'affaire du siècle, si tu regardes combien de gens font les manifs, si tu regardes combien de gens suivent la somme de toutes ces chaînes dont je te parlais tout à l'heure, de tous ces influenceurs, quelle que soit la façon dont tu calcules, tu arrives à 1,5 million, 2 millions au bas mot, peut-être un peu plus, ce qu'on appelle un cœur de cible en marketing, ça tu connais. Et on pense qu'avec une telle communauté et un tel cœur de cible, plus 250 vidéastes partenaires, il y a toutes les possibilités de marquer les esprits et de frapper fort et de faire un projet qui en fait peut devenir un acteur média majeur.
Parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, si tu veux peser, il faut être fédéré et parler tous d'une même voix. Donc l'idée, elle est là, elle est d'offrir des services aux créateurs de contenu. Ça, c'est ce qu'on apporte aux créateurs. C'est des services de community management, éventuellement, enfin d'hébergement de contenu, d'événementiel, de relations de presse, de communiqués de presse, de mise en relation pour des invités, enfin voilà, des mises en relation aussi des créateurs entre eux pour s'échanger des tips c'est comme techniques. Une chaîne TV Exactement, c'est faire ce que fait une chaîne télé, à savoir, bon, modestement peut-être, mais en tout cas, c'est faire ce que fait une chaîne télé, à savoir toutes les fonctions transverses qui vont faciliter la vie aux créateurs. Ok. Et je termine juste pour les spectateurs. Là, l'intérêt, il est de gagner du temps dans leur recherche, d'avoir directement une plateforme où ils savent qu'ils vont trouver que des contenus sélectionnés et validés, vérifiés, conformes à une charte qui est disponible sur le site, conformes à une ligne éditoriale qui est disponible sur le site. Donc, tous les contenus engagés dans la transition, et on précise, c'est les contenus qui vont faire une analyse critique des modèles en place, ce qu'on appelle parfois les modèles dominants, ou mainstream, et tous les contenus qui vont mettre en lumière des modèles alternatifs à ces modèles en place. En gros, nous, ce qu'on veut, c'est questionner un petit peu nos modèles. C'est se dire, voilà, on fait ça comme ça, la monnaie, on crée de la monnaie, ce qu'on appelle de la monnaie dette. Les banques, c'est un système dit de banque centrale. L'énergie, c'est une énergie principalement fossile. Les déplacements, la mondialisation. Voilà, on essaie de questionner et de relayer tous les contenus qui questionnent les modèles en place et de mettre en lumière tous les modèles alternatifs. Donc si je reprends un petit peu la liste, la création monétaire par l'argent dette, ça va être le pendant, ça va être les crypto-monnaies, ça va être le don, ça va être les monnaies locales, ça va être les monnaies libres. Si je fais le pendant de l'énergie fossile, qu'on va critiquer plus tôt, dont on va critiquer le modèle, à l'inverse, on va promouvoir ou en tout cas mettre en lumière évidemment les énergies renouvelables, mais aussi la décroissance, à savoir consommer moins, et tout comme ça. Dans tous les sujets, on va chercher les contenus qui font une critique. En gros, c'est des contenus qui manquent terriblement à la télé aujourd'hui. Ok. Et là, en fait, tu parles de sélection, donc vous respectez une charte qui donne cette ligne éditoriale en fait. Ouais. Comment elle se passe cette sélection, quel est le processus? Bon, moi je l'ai déjà fait, mais je te laisse l'évoquer. Ouais. Voilà, je pense que vous faites ce travail-là et je pense que c'est important aussi après de faire le parallèle. Tu dis que YouTube n'a pas cette ligne, mais il y a des algorithmes derrière. Ouais. Donc vous, il y a une sélection humaine. Ouais, on va pouvoir passer sur ce sujet-là après, effectivement, qui est très intéressant. Donc, il y a deux choses, mais on y vient. Comment on fait la sélection? Alors, quand on a lancé le projet, précisons que le projet a 1 an et demi. On l'a lancé très précisément le 18 décembre 2018. Donc évidemment, avant de le lancer, personne ne connaissait. C'était, et c'est toujours très novateur comme idée et comme concept. Donc on avait un peu de mal à... Évidemment, enfin personne ne nous connaissant, on est allé nous chercher les contenus. Donc on a fait le travail de répertorier un certain nombre de podcasts, un certain nombre de courts-métrages, de documentaires, de web-séries. Et puis on est allé contacter les créateurs et puis on leur a demandé si ça les intéressait d'être sur la plateforme. On a lancé la plateforme avec un peu moins d'une centaine de contenus. Ce que j'appelle contenu, c'est soit un documentaire, mais ça peut être le documentaire, sa bande-annonce, des vidéos de bonus ou des extraits. Ça peut être un podcast qui peut avoir plein d'épisodes. Ça peut être une web-série qui peut avoir plein d'épisodes ou un court-métrage. Donc une centaine de contenus, ça voulait dire à peu près 1500 pistes audio ou vidéo. Donc c'était déjà pas mal, hein, ça faisait quand même quelques centaines d'heures d'écoute. Mais on a eu la chance d'avoir un lancement très réussi, au sens où il a fait beaucoup parler. On a eu 300 000 visiteurs le mois du lancement. Donc c'est quand même pas mal pour un média qui se lance, boosté par personne, sans le moindre appui financier, sans le moindre contact dans le milieu. On vient de ce milieu-là, mais de la technique, pas des médias au sens éditorial. Et donc on était très très satisfait de ça, et du coup on s'est fait connaître beaucoup grâce à ça. Donc quasiment depuis le lancement d'Imago, on a, je dirais, au moins les 2/3 voire les 3/4 des contenus qui sont rajoutés à Imago qui sont des demandes des créateurs, c'est-à-dire des créateurs qui nous contactent, réalisateurs de documentaires, podcasteurs,
et c'est ce que tu avais fait toi. On les écoute, on vérifie si c'est conforme à la charte, si c'est conforme à la ligne éditoriale, et si c'est, troisième critère, cohérent à l'offre existante. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que ce soit assez complémentaire, qu'il n'y ait pas des contenus qui soient dissonants tout d'un coup, pour qu'on garde une ligne éditoriale claire, mais aussi essayer d'éviter éventuellement des redondances trop fortes. Bon, il y a quelques petites redondances, parce qu'en fait, c'est jamais de la redondance complète, hein, mais il y a quelques contenus qui sont assez proches dans leur esprit, mais on essaie d'éviter des contenus trop proches. Donc on a ces 3 filtres, et autre chose qui est très très importante pour nous, c'est qu'on est en contact avec les 250. Alors je dis toujours 250, mais je pense qu'on est plutôt autour de 300. On a peut-être même dépassé les 300 créateurs et créatrices aujourd'hui qui ont des contenus, un ou plusieurs contenus sur la plateforme. Donc on est en contact avec chacun d'entre eux. Alors rien que ça prend du temps, parce que ça veut dire qu'on les a tous rencontrés. Et tu nous confirmes qu'on s'est rencontrés. Et même avant de se rencontrer, on prend contact au téléphone, par messagerie, pour discuter. Parce que ce qui est important pour nous, c'est non seulement la qualité du contenu, mais c'est aussi l'état d'esprit dans lequel le créateur travaille. Et donc, voilà, moi il s'avère que dans ma vie passée, comme je disais, j'ai fait j'avais un profil très technicien, hein, évidemment, en tant qu'ingénieur, mais j'ai fait aussi beaucoup de recrutement. Donc j'ai un peu une seconde nature pour ça, c'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un, il y a toujours même si je ne le voulais pas, un petit travail qui s'enclenche, qui consiste à me demander dans quel état d'esprit la personne travaille. Donc voilà, on compulse toutes ces informations et puis on finit par donner le go pour intégrer la plateforme. Mais ce que je tiens à préciser, c'est qu'on a été quasiment contacté que par des contenus qui avaient parfaitement compris la ligne éditoriale d'Imago. Parce que, comme je disais, donc on a lancé avec une centaine de contenus. Grosso modo, une centaine de créateurs, hein, c'est ce que ça veut dire. C'est à peu près un créateur par contenu. Il y a parfois des contenus qui ont plusieurs créateurs, mais il y a aussi des créateurs qui ont plusieurs contenus. Donc, en gros, c'est à peu près une centaine de créateurs avec lesquels on a lancé le service. Et depuis 1 an et demi, on a rajouté 150 nouveaux contenus. On est passé de 3 podcasts à 30. On est passé de 25 documentaires à actuellement 75, mais en fait, on en a diffusé plus de 120 parce qu'il y a un certain nombre de documentaires qu'on diffuse et puis qui rentrent sur la plateforme et puis qui ressortent de la plateforme parce qu'on a la possibilité de les diffuser que dans un laps de temps limité. On avait lancé avec une quinzaine de courts-métrages. On en a, je crois qu'on va en avoir 75 d'ici la fin de la semaine. Et là où on a le moins augmenté, c'est les web-séries. On avait une 60aine de web-séries, on est passé à 80. Mais voilà, il y a eu un énorme accroissement du contenu. Et donc, on est passé à peu près de 1500 pistes à 2500. Donc, on est à plus de 500 heures d'écoute. Donc, ça vous tient 1 an et demi à 1 heure par soir. Enfin bon, il y a de quoi faire. Et je termine juste là-dessus. On a finalement, entre guillemets, refusé ou on a accepté, on va dire ça comme ça, on a quasiment accepté ou fait rentrer quasiment tous les contenus qui nous ont contactés. Je pense qu'on doit être à 90% ou 95% de contenus qui nous ont contactés qu'on a fait rentrer. Et c'est pas parce qu'on est souple sur les critères, c'est vraiment parce qu'on est impressionné et émerveillé, même je dirais, chaque jour de la qualité globale des contenus qui nous sont proposés. Des documentaires, des courts-métrages exceptionnels, quoi. Donc voilà. On a fait rentrer beaucoup de contenu et c'est comme ça que se fait la procédure. Et juste un dernier petit point, pour l'instant c'est uniquement l'équipe cœur du projet qui sélectionne. On est en train de monter un comité de visionnage d'une quinzaine de personnes qui va nous aider à faire ce choix. Mais à terme, comme le projet a vocation à être coopératif et collaboratif, on voudrait que ce soit une communauté encore plus grande. Alors peut-être pas tout de suite tous les utilisateurs d'Imago, mais vraisemblablement, on pourrait imaginer une communauté de quelques centaines d'utilisateurs d'Imago qui seraient en charge de la sélection des contenus. Ok, super intéressant. Et juste pour revenir sur un peu les algorithmes, toi dans ton cas de figure, comme tu dis, tu sélectionnes, tu prends le temps, tu connais tes créateurs. YouTube, on va connaître le top comme tu dis, mais il va pas avoir cette sélection, on va dire, humaine. Alors il y a 2 choses sur les algorithmes. Il y a l'algorithme de sélection
et l'algorithme de présentation. C'est-à-dire, est-ce qu'un contenu peut rentrer sur la plateforme ou pas, et est-ce qu'un contenu va être montré au public. C'est deux choses très différentes. Et sur ces deux aspects, les deux plateformes fonctionnent de manière très différente. C'est-à-dire que ce qui est compliqué sur Imago, c'est de rentrer sur Imago. Il faut avoir des contenus très qualitatifs, dont on a soi-même les droits, qui sont sourcés, qui sont fact-checkés, qui sont qui sont vraiment des contenus je dirais, qui devraient passer en télé, si la télé n'avait pas abandonné l'idée de questionner les modèles dominants. Ce qu'elle devrait faire. Hein. Donc, c'est que des contenus qui pourraient passer en télé. Sur YouTube, il y a tout. Il y a tout et surtout son contraire. C'est-à-dire qu'il y a quelques très très bons contenus, certes, mais il y a aussi à la fois de très très mauvais contenus, des contenus complotistes, des contenus sans être complotistes qui sont factuellement erronés, des contenus d'entertainment qui sont peut-être intéressants à regarder quand on veut se vider la tête, mais qui ne nous intéressent pas trop. On parle toujours des chalols, par exemple, hein, les chutes ou les vidéos d'animaux. Et il y a une toute petite quantité de contenu de qualité. Alors évidemment, il y a tellement de contenu que même si c'est une proportion infime, ça fait beaucoup de contenu intéressant. Sauf qu'il faut les trouver. Et c'est pas forcément à la portée de tout le monde d'aller trouver les bons contenus sur une plateforme comme YouTube. Il y a des gens qui savent le faire. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont moins d'aisance sur la recherche sur Internet et qui vont avoir énormément de mal à trouver des contenus pertinents sur Internet et qui peuvent même se laisser abuser par des contenus qui vont avoir l'apparence de contenus pertinents mais qui ne vont pas forcément l'être. Donc la première différence, elle est là. C'est Imago, il y a de la sélection, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être sur Imago, alors que YouTube ou Vimeo ou d'autres plateformes comme ça, tout le monde peut y être. Ça, c'est la première grosse différence. La deuxième, c'est comment on présente les contenus. Alors sur Imago, c'est simple. Il y a un seul algorithme, c'est le random, donc le choix aléatoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un contenu a franchi les étapes pour être sur Imago, on considère que c'est un bon contenu. Et donc, il va être présenté autant qu'un autre contenu. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il a plus d'audience qu'il va être plus présenté, ou même c'est pas parce qu'il a moins d'audience qu'il va être plus présenté. Enfin, on a une politique parfaitement égalitaire, c'est du random, du choix aléatoire. Hein, et donc là, évidemment, c'est une deuxième différence notoire avec YouTube, d'une manière générale, Facebook et les réseaux sociaux. C'est que eux ont des algorithmes dont on ne connaît rien, puisque ce sont des boîtes noires, dont on suppute quelques types de fonctionnement, mais ça ne sont que des suppositions. Et on s'arrache parfois les cheveux en se disant mais attends, mais pourquoi cette vidéo buzz tout d'un coup et pourquoi celle-là n'a jamais décollé? Et il y a beaucoup de gens qui se sont penchés sur la question. Hein. Des fois, c'est à se demander. C'est un peu comme les algorithmes de la finance et du trading. Hein. Des fois, on se demande s'il y a même quelqu'un qui maîtrise vraiment l'algo tellement ils sont complexes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que a priori, ça met en avant les contenus qui sont intéressants pour YouTube. Pas les contenus qui sont intéressants pour le public. Je m'explique. Un contenu qui va être intéressant pour YouTube, par exemple, ça va être un contenu sur lequel l'utilisateur va avoir le plus de chances de zapper sur YouTube après. C'est-à-dire qu'en gros, c'est tout bête, hein, mais si un contenu source énormément dans son descriptif, c'est autant d'opportunités que l'utilisateur va avoir de cliquer et de partir ailleurs et de quitter YouTube. Donc a priori, ça n'intéresse pas YouTube. Donc mettre des sources dans les commentaires, a priori, la logique voudrait que ça dégrade les algos de référencement. Parce qu'ils veulent que tu restes dessus. Parce qu'ils veulent que tu restes sur la plateforme. Ne pas mettre de pub, ça dégrade, ça c'est sûr. Ne pas avoir une pub, mais une pub mal cotée, parce que tu abordes un sujet qui est mal coté, ça dégrade. Eux, ils veulent vendre des pubs et les vendre cher. Dès que tu fournis une vidéo sur YouTube, dès que tu l'uploads, si tu coches la monétisation, ta vidéo, elle va partir dans une bourse d'achat de ta vidéo par des annonceurs. Si ton sujet, parce qu'il fait peur aux annonceurs, ne se vend pas en pub, soit qu'il n'y a aucune pub qui est vendue, soit qu'elle est vendue à un prix ridicule, YouTube n'aura aucun intérêt à mettre en avant ta vidéo
plutôt qu'une vidéo sur laquelle il a réussi à vendre une pub chère. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que leur but, c'est qu'en fait, en général, la pub, elle est en début de vidéo. La pub, elle est en début, donc c'est que tu zappes souvent. Plus tu zappes. Alors ça, c'est un troisième point qu'on peut penser fort dans l'algorithme de YouTube. C'est que, effectivement, comme la pub, c'est ce qu'on appelle un pré-roll, donc ça se joue avant la vidéo. A priori, on peut penser que l'intérêt de YouTube, c'est que tu lances le plus de vidéos possible et que tu y restes le moins longtemps possible. Puisque c'est ce qui va faire que tu vas lancer un maximum de pubs les unes derrière les autres. Oui, il n'y en a pas de la pub sur votre plateforme. Alors, nous, il n'y a pas de pub du tout sur Imago. Et donc voilà. Donc, pour résumer, on ne sait rien des algos de YouTube ou des réseaux sociaux. On a quelques supputations, mais voilà, il y a une logique derrière ça. Et la logique, elle n'est pas l'intérêt du créateur. Elle n'est pas non plus l'intérêt du spectateur. Elle est l'intérêt propre de YouTube. Après, il rentre en compte beaucoup d'autres paramètres, mais voilà. Et donc, toi, tu fais pas de pub sur ta Alors, plateforme. sur Imago, il n'y a pas de pub, ça c'est une vraie volonté aussi. Et comment tu gagnes ta vie aujourd'hui ? Donc, juste avant un mot, pourquoi il n'y a pas de pub. Imago promeut ce qu'on appelle la décroissance. Hein. Alors, c'est pas un mot, c'est souvent un mot qui est diabolisé, qui fait un peu peur, mais c'est pas un mot qui a vocation à faire peur. Hein. D'abord, c'est purement économique, la décroissance. Hein. Ça veut dire la décroissance du PIB, du produit intérieur brut. Donc, c'est la production d'un État, hein, la France en l'occurrence, chaque année. Or, la façon dont on calcule le PIB est, selon nous, largement à remettre en question. C'est-à-dire que c'est toujours un exemple qui est marrant, mais si ton jardin, l'herbe a un peu trop poussé, si tu le tonds toi-même, enfin pardon, si tu fais venir un jardinier pour le tondre, tu augmentes le PIB, puisque tu as eu un échange marchand entre toi et le jardinier. Si à l'inverse, c'est pas ton jardin, mais que c'est un jardin public, et que du coup c'est un agent de l'État, un fonctionnaire qui vient tondre la pelouse, c'est de la dette publique. C'est de l'argent public, des impôts et de la dette, éventuellement. Enfin, impôts ou de la dette. Et si tu le fais toi-même, parce que c'est ton jardin, bah c'est rien du tout. C'est ni de la dette, ni de l'argent public, ni du PIB. Donc en fait, c'est exactement la même action. Ça peut même être la même personne qui va avoir à la fois un emploi de fonctionnaire à mi-temps dans une collectivité, qui va faire des petits boulots en parallèle dans une entreprise de jardinage, et qui le week-end fait le jardinage chez lui. Et bien la même personne qui fait le même travail, selon le contexte économique dans lequel elle le fait, ça impacte sur de la dette, ça impacte sur de l'impôt, ça impacte sur du PIB ou pas. Tu vois, donc c'est quand même important à avoir cette prise de conscience, parce que on est souvent affolé par l'idée de la décroissance. La décroissance, ça veut dire avant tout, on consomme trop, on consomme mal, on pourrait consommer moins et mieux. Donc nous, on est plutôt dans cette idée-là. On pense qu'on consomme trop et mal, et qu'on pourrait consommer beaucoup moins et mieux. Et quand on tire un peu le fil de la pelote de cette question-là, on se rend compte que la publicité est un élément majeur dans l'acte de consommation. On est convaincu, là on l'a vu avec le confinement, pendant 2 mois et demi, personne n'a rien acheté. Bon, est-ce que les gens étaient en manque de... Bah oui, ils ont pu acheter de quoi manger, ça ils pouvaient continuer à l'acheter, mais le reste, ils n'ont pas acheté. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont pu mettre de l'argent de côté, hein. Il se dit qu'il y a eu 60 milliards d'argent qui ont été épargnés par les Français. Ça fait quand même 1 000 € en moyenne par Français, hein, sachant qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu épargner, évidemment, les petits salaires. Donc ça veut dire qu'il y en a qui ont épargné énormément pendant ces 2 mois. Et donc, selon nous, tout part de la consommation. Donc, par souci de consonance, on ne veut pas pousser à la consommation. Donc, on évite la pub. Mais il y a un autre aspect avec la publicité, c'est que malheureusement, les annonceurs qui ont de l'argent, c'est pas vraiment les annonceurs les plus éthiques. Par définition, quand tu fais un projet vraiment éthique, tu as du mal, malheureusement, à mettre de l'argent de côté, à avoir un capital pour pouvoir communiquer facilement. Et du coup, trouver des annonceurs, ça reviendrait très rapidement à trouver des annonceurs qui ne sont pas forcément les annonceurs les plus éthiques, et qui en plus, on aurait du mal peut-être du mal à trouver, parce qu'ils ne seraient pas super fans par les contenus qu'on propose. Et peut-être même qu'à un moment donné, ils commenceraient à vouloir nous faire une espèce de pression. C'est-à-dire nous dire, j'ai vu que vous aviez diffusé tel documentaire, il remet en question ce que moi je fais.
Est-ce que vous êtes sûr que c'est pertinent de laisser ce documentaire-là ? Ce qui serait une façon habile et un peu détournée et déguisée de dire bon ben si vous continuez à le mettre ou mettre des contenus comme ça, moi je vais arrêter de faire de la pub chez vous. Et évidemment, à partir du moment où on est drogué en quelque sorte à l'argent et à l'argent de la pub, on en devient dépendant, comme toute drogue. Et le jour où le dealer il nous dit maintenant il va falloir casquer, t'as plus de choix, t'es devenu dépendant, donc tu casques. Et du coup voilà, là l'idée elle est de se dire voilà, on veut être indépendant. Alors tu vas me dire quel est le modèle économique du coup ? Oui, comment on devient indépendant financièrement ? Voilà, comment on devient indépendant financièrement ? Là, il y a deux aspects. Il y a l'aspect personnel et puis il y a l'aspect du projet. Donc personnellement, comme je disais, j'ai bossé pendant une vingtaine d'années. J'ai eu la chance d'avoir des postes de direction et de mettre un peu d'argent de côté. Donc très concrètement, aujourd'hui, je vis au RSA et avec l'argent que j'ai mis de côté. Ça, c'est à titre personnel. La plateforme en elle-même, il y a deux aspects. Il y a le premier aspect, c'est que la plateforme ne nous coûte rien. Alors, quand on dit ça, c'est un tout petit peu exagéré. Elle nous coûte un peu, mais c'est des sommes tellement ridicules qu'on peut dire qu'elle ne nous coûte rien. En gros, c'est plus de l'ordre de quelques dizaines d'euros par mois qu'autre chose. On l'a entièrement développée nous-mêmes. C'est une plateforme dans son niveau de complexité que moi, j'aurais vendu à TF1 ou à France Télévisions des centaines de milliers d'euros. 200 000, 300 000 euros, tel qu'on l'a conçu. Hein. C'est pour te donner un peu une idée du prix que vaut un projet comme ça. Mais on a mis 3 ans à le développer. Hein. Donc quand tu fais le calcul, c'est un mec à temps plein qui bosse 15 heures par jour, 7 jours par semaine, pendant 3 ans. Ça fait ça. Chargé, avec les charges patronales et tout. Hein. C'est pas les salaires. Ça n'est pas que les salaires. Et il ne faut pas dire d'ailleurs les charges patronales, hein, les salaires différés patronaux et les salaires différés des salariés, parce que c'est du salaire différé, c'est pas de la charge. Et donc voilà, c'est une plateforme qui a une grosse valeur, mais qui ne nous a rien coûté parce qu'on l'a développée en temps, en fait. Elle nous a coûté en temps, elle ne nous a pas coûté en argent. Elle ne nous coûte rien parce qu'on l'a développée de manière astucieuse, de manière à ce qu'elle n'ait pas de ce qu'on appelle les frais fixes. Hein. Il y a peu de coûts. Elle nous a juste coûté au développement. Et alors, le dernier aspect, c'est, par contre, on aimerait qu'elle aide parce que c'est la raison d'être de la plateforme, on aimerait qu'elle aide à rendre viable économiquement les créateurs de contenu. Et là, le pari, qui est un pari peut-être un peu fou, hein, mais auquel on croit, c'est le pari du don. Ça commence à se démocratiser de plus en plus. Hein. Il y a principalement 2 grands cas de figure qui sont le financement, ce qu'on appelle financement participatif, Ulule et KissKissBankBank pour ne pas les nommer, et puis le microfinancement mensuel, donc principalement Tipeee. Hein. Il y a Utip aussi, mais c'est de la pub, c'est un peu particulier. Donc Tipeee. Il y en a peut-être d'autres, je connais pas tout. L'américain, j'ai plus le nom en tête. Ouais, c'est possible qu'il y en ait d'autres, mais bon, on va dire que c'est les 2 très connus. Et il s'avère qu'il y a un certain nombre de créateurs qui vivent relativement bien de ces modèles-là. Nous, notre pari, c'est de se dire que si on communique correctement auprès du public, si on arrive à faire masse, si on arrive, comme on le pense, à fédérer autour d'1,5 million, 2 millions d'utilisateurs sur la plateforme, des utilisateurs réguliers, et qu'on a, et c'est ce qu'on fait, intégré à la plateforme un outil de don ultra efficace, ultra simple, directement sur l'outil, on pense qu'il y a moyen de faire vivre l'ensemble des créateurs de la plateforme. Voilà. Et aussi vous. Par le don. Alors aussi nous, oui, en tant que créateurs, c'est-à-dire que notre ambition, quand la plateforme tournera bien et qu'elle sera autonome, auto-gérée, je dirais, notre ambition, ce serait de gagner, de relâcher un peu de temps sur la plateforme et que ce temps libéré nous permette, à Felipe et moi, de lancer des formats d'émissions, des formats de podcast qu'on aurait créés nous. Alors avec des amis, pas forcément tout faire toujours tout seul, mais voilà, on a en tête 2-3 formats d'émissions. En fait, comme je viens de la télé, je pense qu'on en est quand même encore aux toutes prémices de la vidéo sur Internet. On a à peu près passé le cap du face caméra.
pour ce qui est de la vidéo. Donc maintenant, il y a des reportages, il y a des interviews, il y a quand même des contenus beaucoup plus qualitatifs que du simple face caméra. Brut. Ouais, il y a du brut, il y a du Thinkerview qui font des super interviews, il y a des reportages sur Imago, on a des web-séries comme Till Tomorrow, comme les Nouvelles des Horizons, comme Astéral, qui est de la fiction, comme j'en profite pour donner un petit peu tout ça, des reportages comme J'irai fouiller vos poubelles ou The Super Zero Waste. Voilà, on a plein de formats de web-séries qui sont super qualitatifs, mais on est encore dans le domaine du reportage, de l'interview, principalement. Là où on est convaincu que ça va exploser dans les années à venir, c'est la fiction et l'entertainment. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de contenu, ou presque pas de contenu d'entertainment sur les plateformes web. Ce que j'entends par là, c'est des jeux, par exemple. Des jeux télévisés, c'est des talk shows, des trucs, enfin des programmes d'humour, tu vois, des trucs, vraiment des programmes de télé, mais diffusés en web. Ça commence tout juste à venir, mais en général, c'est poussé par des chaînes de télé. On le sait pas forcément. Ou les grandes marques. Ouais, t'as quoi en tête ? Bah là, j'ai une chaîne rap sur YouTube. D'accord, ouais. Et ça va être sponsor par Red Bull. Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux avoir effectivement, sur la musique, tu peux peut-être avoir des trucs. Là, je connais un peu moins. Mais moi, je parlais vraiment du cœur de ce qui nous intéresse, à savoir les contenus de la transition et tout ça. Hein. Donc voilà. Donc nous, on voudrait pousser ce type de contenu, en produire nous-mêmes, mais on pense qu'il faut faire tout ça en fait, la technique, la promesse de YouTube, qui est une promesse uniquement technique. Aujourd'hui, tout le monde sait faire de la vidéo. Fournir de la vidéo, c'est plus un service techniquement incontournable comme il pouvait l'être il y a quelques années. Donc techniquement, c'est faisable. La question, c'est maintenant la communication. Et on pense que c'est plus facile de communiquer à 250 sur une seule et même plateforme que chacun de son côté sur une plateforme. Parce que ça donne l'impression que ça fonctionne, parce qu'il y en a 2-3 qui émergent et qui deviennent très très connus. Mais ça laisse sur le carreau énormément de créateurs qui, eux, ne s'en sortent jamais, que tu n'identifies même pas, tellement parce que sinon tu les aurais découverts. Et le problème, c'est que du coup, il n'y a pas assez de création. Donc là, tu as envie de fédérer. Donc le cœur d'Imago, c'est de fédérer les créateurs et de fédérer les spectateurs. Et ça tombe bien, là on aborde un peu tes nouveaux projets. Tu as créé un label pour les podcasteurs, dont je fais partie. Mais bon, le but, c'est pas de faire de la pub, c'est juste d'expliquer un peu ta réflexion. Ça va servir à quoi de créer un label et d'avoir 10-15 podcasteurs qui ont ce label Imago, qui est plus du coup Imago TV, mais seulement Imago. Quel est l'intérêt de faire ça ? Alors, donc tu fais bien de préciser, c'est pour ça que je parlais au tout début de l'entretien entre Imago et Imago TV. Comme on est un média, on avait laissé le TV, mais on communique de plus en plus sur Imago maintenant que les gens ont bien compris que c'était un média. D'abord parce qu'on trouve ça plus smart, mais aussi parce qu'il n'y a quand même pas que de la télé, il n'y a pas que de la vidéo. Sur Imago, il y a notamment des podcasts. Donc, du coup... c'est là, en l'occurrence, avec le label Imago Podcast, label Imago. Et donc, on a effectivement d'ores et déjà labellisé 12, c'est fini. Bon, 15 podcasts en cours de labellisation. Et l'idée, c'est de créer une marque, en quelque sorte. C'est toujours pareil. C'est d'arriver et de faire masse. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait sur Imago énormément de créateurs de podcasts indépendants qui n'étaient affiliés à aucun label. Et on s'est dit, mais attends, on peut créer de toutes pièces un label et brander en quelque sorte tous ces contenus qui ont des vrais liens entre eux, puisqu'ils ont tous ce plus petit dénominateur commun qui est la question de la transition, et les labelliser autour d'un label de podcast qui va nous permettre du coup à la fois d'assurer une communication conjointe et auprès des médias, auprès du public, et auprès des solutions techniques, notamment des plateformes d'écoute, puisque on imagine que tout le monde ne va pas écouter les podcasts d'Imago sur Imago. Alors, il y a un vrai intérêt quand même à écouter les podcasts d'Imago sur Imago, c'est qu'il y a les dons à destination des créateurs qui vont arriver là très rapidement dans les prochaines semaines. Peut-être même que quand le podcast sera diffusé, ce sera déjà disponible. Mais donc il y a un vrai intérêt
pour les créateurs, mais aussi pour les auditeurs, à écouter sur Imago. C'est l'occasion d'aider le créateur. Mais comme on imagine bien qu'une partie de l'écoute va continuer à se faire ailleurs, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner la meilleure visibilité possible ? C'est toujours ça, hein, la raison d'être qui est disponible sur le site d'Imago, c'est apporter la meilleure vitrine et la meilleure viabilité économique. Hein, c'est toujours les deux choses. Donc viabilité économique, le don, vitrine, c'est comment on peut faire pour que les podcasts aient la meilleure visibilité sur les plateformes sur lesquelles elles se trouvent. Et on s'est dit que la meilleure opportunité qu'on pouvait apporter, c'était de créer ce label et d'arriver sous une bannière commune de la transition. Et du coup, faire poids et notamment obtenir et pouvoir diffuser les contenus sur un espace fournisseur estampillé Imago où on retrouverait tous les podcasts d'Imago au même endroit, accessibles directement depuis les pages d'accueil des plateformes de podcast. Exactement à la manière des labels existants comme Bababam, Nouvelles Écoutes, Louis Média et autres. Et un point important qu'on n'a pas abordé, on sait très bien que la vidéo, ça pollue un peu. Il y a de la bande passante, on pense que c'est un peu dans un nuage, comme dit tout le monde, c'est le cloud. Mais je sais que vous aussi, vous réfléchissez à ces, on va dire, réductions d'émissions de carbone parce que ça fait partie de votre philosophie de la transition écologique. Ouais. Comment ça se passe aujourd'hui dans votre stockage, votre code ? Comment vous faites pour aussi avoir une démarche d'un point de vue technique, ce qui est ton cœur de métier à la base ? Ouais. Alors effectivement, c'est mon cœur de métier. Alors mon cœur de métier, c'est quand même davantage la conception de ces boutiques VOD que leur développement. Mais je me suis mis à niveau d'un point de vue technique de développement pour développer Imago. Alors il y a deux choses. Il y a même plusieurs choses. Il y a le stockage, il y a le transfert et puis il y a le code lui-même. Alors pour faire simple, le code, il a été entièrement développé par nos soins, justement pour répondre à ce qu'on appelle les critères du green codage. C'est-à-dire un codage qui va être le plus respectueux possible de l'environnement. C'est-à-dire en gros, il va mobiliser le moins de ressources CPU possible, aussi bien sur les serveurs. Alors pardon, le moins processeur. Donc en gros, ça va pas faire tourner trop la machine. Voilà, donc consommer moins d'énergie. Exactement. L'ordinateur va consommer le moins possible d'énergie, aussi bien au niveau serveur, donc ce qu'on ne voit pas, que sur vos propres ordinateurs, hein, l'ordinateur des gens qui écoutent ou qui regardent les contenus. Pour faire simple, le serveur, c'est là où on va stocker les données. Voilà. Et l'ordinateur, ça va être ce qui va te permettre de faire tourner. Ça, le serveur, c'est à la fois là où on va stocker les données, en l'occurrence les pistes audio et les pistes vidéo. Donc les vidéos. Mais c'est aussi là où va être stocké le code du site. Hein. L'ordinateur, quand il se connecte à Internet, il va récupérer le code du site sur le serveur et il va l'afficher. Il va l'afficher à l'écran. C'est ça qui permet de construire les écrans qu'on voit. Donc voilà, on a fait un codage de telle sorte qu'il soit le plus léger possible. On a fait un codage de telle sorte qu'il soit le plus léger possible pour que, d'abord, ça tourne sur un maximum d'ordinateurs, d'appareils, même anciens, mais aussi que ça consomme le moins de ressources possible. Ça, c'est le premier point. Ensuite, en termes de stockage, on utilise notamment une technologie. Alors déjà, il n'y a pas de pub. Alors mine de rien, la pub, c'est beaucoup de transfert de données parce qu'il y a des pubs qui jouent à chaque fois systématiquement et tout ça quand c'est de la vidéo, mais il y a aussi des tas de pubs images qui, voilà, c'est plein de widgets, plein de petits codes additionnels qui viennent s'exécuter et qui alourdissent énormément le transfert de données et la puissance de calcul des ordinateurs. Donc on évacue tout ça. On utilise une technologie, alors c'est un tout petit peu technique, mais je vais juste donner son nom, c'est de la technologie dite pair à pair, ou peer-to-peer en anglais, qui consiste à se partager des contenus vidéo entre utilisateurs. Donc ça permet de réduire la taille nécessaire des serveurs. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la vidéo stockée à plusieurs endroits pour assurer une bonne accessibilité du contenu, on va l'héberger à un seul endroit. Et ces doublons d'informations, les stockages secondaires, ça va être en fait l'ordinateur eux-mêmes des gens qui sont en train de regarder une vidéo. C'est-à-dire que si je suis en train de regarder un film, je deviens stockage secondaire pour d'autres utilisateurs de la vidéo. Ça consomme moins.
Alors ça consomme moins pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a moins besoin de stocker de l'énergie en data center. Or, les data centers, c'est une consommation d'énergie énorme parce qu'il faut les refroidir. Et puis, en général, ça va faire moins de transfert de données aussi. C'est-à-dire que la donnée, au lieu d'aller la chercher sur un data center, par exemple sur Vimeo, je crois savoir que les data centers sont uniquement aux États-Unis. Ils n'ont pas de data center en Europe. Donc si moi je regarde une vidéo, elle va être récupérée aux États-Unis. Donc elle passe sous l'Atlantique. Elle passe sous l'Atlantique, ça prend quelques secondes, hein, même quelques fractions de secondes. Mais c'est évidemment beaucoup de transferts. Il faut passer les câbles. Ça fait des kilomètres et des kilomètres parcourus, en l'occurrence même des milliers de kilomètres. Et donc là, l'intérêt, c'est d'aller chercher la data beaucoup plus près dans les ordinateurs des gens qui sont éventuellement dans la même ville, à proximité de chez vous. Tout en gardant ce qu'on appelle une bande passante correcte au niveau du serveur, puisqu'il va être secondé par les ordinateurs des utilisateurs eux-mêmes. Donc voilà, c'est assez compliqué d'aborder ce sujet sans rentrer dans de la technique, mais effectivement, c'est l'un de nos cœurs de métier, l'un de nos dada aussi à titre personnel. On a commencé à se rapprocher un petit peu d'organismes comme le Shift Project qui étudient beaucoup ces sujets-là. On avait eu notamment juste avant le confinement une conférence avec des gens de l'équipe du Shift Project. On avait longuement discuté de tout ça avec eux et du coup voilà, on a la volonté d'optimiser. Alors ce sera jamais la solution idéale, hein. C'est évident que regarder des vidéos ça coûte de l'énergie, mais on essaie de faire en sorte que ça en coûte le moins possible. Et j'allais dire, ce qui peut-être va être le plus grand gain encore, c'est que sur Imago, on y vient pour regarder des contenus, j'allais dire intelligents ou qui font réfléchir, mais qui ne sont pas pour autant des contenus chiants. Désolé pour l'expression, mais on a comme je disais, on a diffusé plus de 120 documentaires qui sont que des documentaires de cinéma, des documentaires de télé, qui sont des documentaires très très qualitatifs. Les courts-métrages, ils sont juste exceptionnels, je trouve. On les a pas réalisés, hein, on les a juste sélectionnés, on peut se permettre de le juger. Les podcasts aussi, les web-séries. On a vraiment des contenus qui, je pense, sont très grand public. Mais il est vrai que quand on vient sur Imago, on vient plutôt sur Imago pour regarder ce type de contenu. On en regarde quelques-uns. On peut y passer 1 heure ou 2 hein, si on veut, mais on ne va pas se trouver enfermé dans un tunnel comme on peut le faire sur Facebook, où tout d'un coup on regarde sa montre, on vient de passer 1 demi-heure à scroller. Tu vois, et ça, en termes de gain de temps et du coup d'énergie, c'est énorme, mine de rien. C'est-à-dire qu'on essaie de lutter à notre échelle. Hein. Là, on a tout à fait la conscience d'être la modestie de David contre Goliath. Ouais, David contre Goliath. Et puis on a conscience qu'on est un tout petit acteur et que l'essentiel des gens continueront à scroller sur Insta ou sur Facebook. En tout cas, au moins, même s'ils viennent sur Imago, ils n'arrêteront pas pour autant de scroller sur Insta et sur Facebook. Mais voilà, mine de rien, tout le temps qu'on passe sur Imago à regarder des contenus intelligents qui font réfléchir et qui font prendre conscience des problèmes écologiques, justement, notamment, ou démocratiques, ou économiques, c'est du temps, finalement, que tu passes pas à scroller sur du chalol, sur les réseaux sociaux. Donc on arrive dans la dernière partie, là. Ça rebondit parfaitement, parce que dans cette émission, on donne toujours un conseil à nos auditeurs. Quel conseil donnerais-tu pour réduire sa consommation énergétique à travers le numérique? Alors bon, il y en a plein des conseils qui sont assez connus. Hein, à travers la consommation de vidéos, audio. Alors clairement, c'est la consommation de vidéos qui est énorme. Alors un petit conseil tout bête, mais sur Imago, très prochainement, ce ne sera même plus nécessaire, puisque justement, c'est ce sur quoi on travaille. Mais il y a beaucoup de gens qui lancent des vidéos, mais qui ne les regardent pas. C'est-à-dire, on lance une vidéo, mais on se contente de l'écouter. C'est un usage quand même assez commun, mine de rien. C'est vrai. Voilà. Tu confirmes? Je pense qu'en m'entendant dire ça, beaucoup vont se dire « Ah ouais, c'est vrai, ça m'arrive. » Un truc tout bête, mais vraiment qui ne coûte pas grand-chose, c'est quand vous faites ça, c'est de passer la piste, au lieu de rester en auto, en résolution auto, c'est de passer la piste dans la plus basse résolution. C'est-à-dire que vous n'allez pas la regarder. Il faudrait aller plus loin, Alors, idéalement, il faudrait passer en audio seul, sauf qu'aucune plateforme ne le permet. On est en train d'y réfléchir sur Imago.
Mais en attendant que ce soit implémenté sur Imago, j'espère pour la rentrée de septembre, et de toute façon, si vous n'êtes pas sur Imago, voilà, vous êtes en train de regarder une vidéo, vous ne l'écoutez pas, vous l'écoutez, mais vous ne la regardez pas, vous pouvez la passer en résolution basse. Après, j'allais dire, regardez Imago plutôt que YouTube. Voilà. Ça l'a bien compris. Encore une occasion de gagner de l'énergie. Après, oui, évidemment, pour tout ce qui est de la vidéo, ça consomme de l'énergie. Donc, nous, on voudrait lancer un partenariat avec une association qui s'appelle Lève les yeux, qui promeut justement le fait de passer moins de temps sur les écrans. Et nous, ça nous paraît pas du tout inconcevable en tant que plateforme vidéo de travailler avec eux. Au contraire, on pense qu'il faut passer moins de temps sur les écrans, mais c'est comme la consommation. Moins mais mieux. Donc passer moins de temps sur les écrans mais mieux. Donc efficacement, on va droit au but, on trouve ce qu'on cherche, ce qu'on trouve et on regarde les meilleurs contenus qui peuvent nous intéresser. Après, sinon, les conseils classiques, c'est de se désabonner aux newsletters qu'on regarde pas vraiment, c'est de pas mémoriser c'est d'éviter le cloud, surtout. Privilégier des disques durs personnels au cloud. Il y a un problème, il y a une problématique de protection des données, incontestable, autour des clouds. Je ne rentre pas dans le détail des différents clouds qui peuvent exister, mais je pense que beaucoup ont ce genre de problème de sécurité, de protection des données privées. Mais indépendamment de la problématique des données privées, le problème d'un cloud, c'est qu'il ne sait pas quand est-ce que vous allez venir regarder la vidéo. Comme il ne sait pas quand est-ce que vous allez venir regarder la vidéo, contrairement à un disque dur qu'on va aller chercher dans son tiroir et qu'on va brancher, il est toujours allumé. Il est toujours allumé. Et comme il est toujours allumé pour pouvoir à n'importe quel moment vous donner le contenu que vous cherchez en quelques secondes, il consomme en permanence, alors que statistiquement 99,999% du temps, personne ne vient chercher cette info. C'est des vidéos, c'est des photos ou des vidéos stockées que certaines elles ne seront jamais regardées. Et elles vont être alimentées pendant des décennies. Elles le sont déjà. Les premiers clouds, ça, à mon avis, bien une dizaine d'années. Donc je pense qu'il y a des premières vidéos qui sont stockées. Il y a des contenus qui sont stockés depuis 10 ans sur des clouds que personne n'est allé regarder et qui sont alimentés et qui peuvent être fournis comme ça en une fraction de seconde depuis 10 ans alors que personne n'est allé les regarder et que personne n'ira même jamais les regarder. Donc tout le monde bosse en clé USB. Ouais, c'est ça, au moins tout ce qui est photo, vidéo, les mettre sur des... On imprime. Alors, on peut imprimer, on peut... Bon, ça, après, il y a d'autres problématiques, mais non, mais des disques durs, on en a quasiment tous chez soi, ou des clés USB, ça coûte rien du tout maintenant, et ouais, ça, c'est vraiment... Après, il y a tout ce qui est, comme j'ai dit, newsletter, et puis ne pas stocker de mails aussi, c'est un peu pareil pour les mails, donc essayer de vider ses mails régulièrement, voilà. Super, et là, c'est plus des questions personnelles. Quel livre ou ressources, vu que tu regardes beaucoup de reportages, je pense, conseillerais-tu à nos auditeurs? Et dernière question, qui aimerais-tu écouter dans ce podcast? Alors, au niveau des livres, il faut que je confesse que je regarde effectivement beaucoup plus de vidéos que je ne lis. Par appétence personnelle, c'est vrai que j'ai toujours été plus vidéo que lecture, mais particulièrement depuis qu'on a lancé le projet, parce qu'on a un tel afflux de contenu vidéo à regarder ou audio à écouter qu'on a du mal, en tout cas moi j'ai du mal à trouver le temps de lire. Alors du coup, il y avait 2 petits livres quand même, parce que j'étais un peu briefé que j'avais bien, j'ai beaucoup aimé la lecture et puis qui vont dans le sens de l'esprit d'Imago. Il y en a un d'un Américain, même si son nom a une consonance un peu française, qui s'appelle Henri David Thoreau, qui s'appelle La désobéissance civile, qui parle de l'État, qui parle de la désobéissance civile. Je pense que c'est un sujet très intéressant. Alors évidemment, là, ça se passe au siècle dernier, au 19e, hein, ouais, bien sûr. À l'époque, notamment alors très précisément de la guerre du Mexique, c'est ça que je vérifiais, mais surtout de la période de l'esclavage, ou de la fin de l'esclavage. Et enfin de la fin, ça dépend dans quel pays d'ailleurs, mais enfin de l'esclavage, et donc comment quand l'État ne respecte plus certains droits, il est du devoir des citoyens de désobéir.
et que finalement, c'est évidemment l'histoire qui finit par donner raison, hein, mais en général, tous les gens qui par le passé ont désobéi pour ce genre de sujet, hein, quand les États ne remplissaient plus leur devoir humaniste à minima, l'histoire leur donne plutôt raison. Et donc voilà, c'est un petit livre très, très court, très facile à lire, qui est très intéressant. Et dans le même ordre d'idées, mais qui est beaucoup plus contemporain, beaucoup plus moderne, le livre d'un auteur que j'aime beaucoup, enfin c'est pas qu'un auteur d'ailleurs, hein, c'est aussi un réalisateur de documentaires, de films, qui s'appelle François Bégodeau. Puis à l'origine c'est un professeur de collège, je crois, ou un instituteur peut-être, je ne sais plus, un professeur de collège, je crois. Et son dernier livre, qui s'appelle Histoire de ta bêtise, qui parle de comment une certaine classe bourgeoise en France fait que rien ne bouge. C'est-à-dire, en fait, comment, sans montrer vraiment et sans montrer vraiment de sentiment d'appartenance à une classe, en l'occurrence la classe bourgeoise, une frange de la population française, pour protéger ses intérêts personnels, est en train d'envoyer l'ensemble de la nation, du pays, dans le mur, en protégeant beaucoup trop ses intérêts personnels. Et j'avais trouvé ces deux livres très intéressants. Mais évidemment, c'est bien davantage les vidéos et les documentaires notamment qui sont mon quotidien. Donc peut-être deux, trois films comme ça, un documentaire qui est en exclusivité, enfin un documentaire original comme on dit maintenant, d'Imago, qui s'appelle Foutu pour Foutu, que j'aime beaucoup. Un autre documentaire qui n'est pas sur Imago, qu'on a diffusé, on a eu le plaisir de diffuser un soir, qui s'appelle Artistes de la vie, que j'invite tout le monde à aller regarder. Il est payant celui-là pour l'instant, mais c'est important aussi d'aider au financement de ce genre de projet vidéo. Et puis voilà, moi d'une manière générale, j'invite évidemment tous tes auditeurs à découvrir déjà les autres podcasts d'Imago, puisque par définition tes auditeurs s'intéressent aux podcasts. Et d'une manière générale, en étant sur Imago, d'y découvrir les courts-métrages. Moi je trouve que c'est un excellent moyen d'entrer sur Imago, parce qu'il y a une richesse dans l'offre des courts-métrages que je trouve assez exceptionnelle. C'est très peu connu, les courts-métrages, et ça, comme son nom l'indique, c'est court, donc c'est vite regardé. Et il y a vraiment des courts-métrages très très enthousiasmants. Et puis tu me disais, la dernière question, c'était quelqu'un à interviewer. Alors j'ai réfléchi un petit peu, parce que c'est vrai que c'est souvent les mêmes noms qui reviennent, et il y a une copine en fait, hein, qui est une multi associative, qui a lancé beaucoup d'associations, et qui est par ce côté-là, je la trouve très intéressante, par son côté extrêmement moteur, extrêmement péchu, et qui fait plein de projets tous très intéressants, qui s'appelle Amina Bouri, qui a lancé en France avec une amie à elle une association qui s'appelle Low Carbone France, qui est l'entité française d'une association internationale qui s'appelle Low Carbone, mais qui a aussi lancé un cycle de débats qui s'appelle les lundis citoyens, qui a lancé une association d'échange de livres qui s'appelle Merci Book. Voilà, elle fait énormément de choses, et du coup voilà, ça peut être intéressant de voir elle, qu'est-ce qui l'a amené à cette boulimie associative, et puis peut-être ses nouveaux projets, ses futurs projets, ou ses projets actuels. Je la connais pas, donc ça m'intéresse. On va découvrir voilà. un peu tout ça. En plus, j'espère qu'elle n'est pas passée encore dans tes podcasts. Donc peut-être que non, justement, ouais. C'est pour ça aussi que je me suis dit, tiens, c'était l'occasion de parler d'elle. C'est qu'elle n'a pas forcément été invitée beaucoup sur les podcasts d'Imago, en tout cas, et je crois pas qu'elle ait été beaucoup invitée ailleurs. Tant mieux, on va la contacter. En tout cas, merci pour ton temps, Nicolas. Bon courage pour la suite. Merci à toi. Et bons interviews. merci. Il y a beaucoup de travail.
À bientôt. À très bientôt. Si vous avez apprécié cette interview, faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet emergence.co, ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. À dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bye bye.